Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui à cet événement. Donc, je suis Christophe Gosto, adhérent à la Semeuse en Or. Je vais vous présenter rapidement l'association et puis ensuite je vais vous présenter notre conférencier et je vous laisserai la parole. Alors, la Semeuse en Or, c'est une association cambrésienne qui a vocation à être une association locale pour sensibiliser le public aux thématiques de la santé et de la nature. C'est une association qui essaye de faire de l'éducation populaire pour faire naître le débat entre les citoyens et essayer tous ensemble de changer nos habitudes, particulièrement nos habitudes de consommation. Comme vous le voyez sur le petit présentoir, on a quatre points clés qui est polluer moins, consommer bio et local, réduire ses déchets et réparer ce qui peut l'être. Alors on organise essentiellement des conférences, c'est notre mode d'expression favori. On organise également des ateliers pour faire tout ce qui est souvent autour des thèmes de la cuisine. Donc faire votre lessive maison, faire vos pâtes à tartiner maison, etc. etc. Et on organise également des projections de films dans cette salle, des films engagés, et on organise également des after-work pour coacher les personnes, principalement sur les thèmes du zéro déchet. Donc si vous souhaitez adopter une démarche zéro déchet, n'hésitez pas à venir nous voir à l'un de nos afterwork, et on pourra vous suivre comme ça, mois par mois, et essayer de voir avec vous les points bloquants, qu'est-ce qui vous gêne dans cette démarche-là. On est là pour vous accompagner. Alors, je vais présenter maintenant Jacques Cheminade. Alors, on est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci à lui d'être venu dans notre petite ville, d'avoir fait l'effort de se déplacer jusqu'à nous. Alors Jacques Cheminade, pour les personnes qui ne seraient pas familières de son parcours, donc c'est quelqu'un qui a été candidat à la présidence de la République en 1995, 2012 et 2017. Je vais vous, très rapidement, j'aime pas faire ça, mais on va rapidement parler de sa formation, de son parcours. J'aime pas faire ça parce que je trouve que pour quelqu'un qui a de longues années d'expérience, rappeler quelle école il a fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais là, on va quand même le faire exceptionnellement. Alors, c'est quelqu'un qui a fait HEC, donc c'est une très grande école de commerce, la meilleure de France. Et ensuite, il a fait l'ENA. Alors, c'est déjà un parcours assez particulier, parce que quand on est diplômé d'HEC, on peut déjà prétendre à de très hautes fonctions dans le privé. On peut prétendre à diriger de grandes entreprises, à faire une très belle carrière commerciale. Et après HEC, faire l'ENA, c'est déjà repartir à zéro. En tant qu'élève en première année d'une école. Donc je trouve ça très intéressant comme parcours d'avoir fait ce choix-là. C'est assez atypique parmi les énarques d'avoir des HEC. Jacques Cheminade, ensuite, il a été, donc si je ne me trompe pas, haut fonctionnaire, inspecteur des finances. Il a rejoint ce corps-là de l'État. Non. Et en fait, quand on est énarque, souvent, on est tenté d'aller pantoufler dans le privé et on peut, comme un certain Emmanuel M, faire banquier d'affaires. On peut participer au dépeçage du pays en favorisant des entreprises étrangères et en bradant les fleurons de notre industrie. Et Jacques Cheminade, lui, il a fait un parcours de résistant, je le qualifierais de résistant. Il a choisi la voie de la difficulté en s'engageant politiquement et en s'engageant particulièrement contre le système financier. Et c'est notamment ce qui lui a valu d'être blacklisté par la plupart des grands médias, puisque comme vous le savez peut-être, tous les médias en France sont possédés par majoritairement 9 milliardaires, qu'ils s'appellent Pigasse, qui s'appellent Bolloré, ou encore Dassault, ou Niel, ou Bernard Arnault. Ils possèdent la presse. Donc la presse n'a souvent pas vraiment d'indépendance, et c'est la raison pour laquelle vous n'entendez pas nombre de personnes, dont Jacques Cheminade, et que vous ne les voyez pas à la télé. Alors, nous, on apprécie beaucoup chez Jacques Cheminade la pertinence de ses analyses. Je vous invite notamment à aller voir ses entretiens d'actualité sur le site Solidarité et Progrès. Vous pourrez voir, ça c'est intéressant, c'est un autre regard que celui de BFM Télé. Vous verrez, c'est assez différent. Et
nous, on aime bien aussi à Solidarité et Progrès, ce sont les vidéos notamment de Benoît Odile sur le système monétaire. C'est un des rares partis, Solidarité et Progrès, qui fait de l'éducation populaire, comme nous on essaie de la faire. Et les vidéos sur le système monétaire sont très bien faites parce qu'elles expliquent ça vraiment avec des mots simples. Le système monétaire, c'est quelque chose de vraiment très très simple qu'un enfant de 6, 7, 8 ans peut commencer à comprendre dès qu'il commence à commercer avec ses copains, à échanger des bonbons, des majorettes, des billes ou que sais-je. Et le système monétaire, il est volontairement toujours expliqué de manière nébuleuse pour que surtout, nous, peuple d'en bas, on ne s'en occupe pas, on trouve ça très compliqué et qu'on délègue ça à quelqu'un d'autre. Et je trouve que vraiment, à Solidarité et Progrès, ils font un effort considérable pour vulgariser ça et nous l'expliquer pour qu'on puisse comprendre et éventuellement, si on brise certaines chaînes, s'approprier, se réapproprier la monnaie. Qui est, je pense qu'on va en parler après, un des principaux instruments de pouvoir que nous, on a, le peuple, pour notamment financer de grands projets, faire plein de choses. Et donc, comme je l'ai dit, on apprécie beaucoup les analyses de Jacques Cheminade. Par contre, on ne partage pas toutes ses idées, on ne partage pas toutes ses visions du futur, mais c'est pas grave. Si on a des idées différentes, justement, ça c'est une richesse. On peut en parler tous ensemble, on peut débattre, on peut avoir des dialogues constructifs. Et une des idées qui est divergente entre lui et nous, c'est notamment la croissance. Nous, à la Semeuse en Or, on prône la décroissance. Et à Solidarité et Progrès, ils sont plutôt pour une croissance. Donc ça, c'est un désaccord assez fondamental, mais c'est pas du tout gênant. Et je pense que aujourd'hui, je vais laisser la parole à Jacques Cheminade et on va pouvoir, je pense, à la fin, à l'issue de la conférence, lors des questions-réponses, peut-être débattre de ça. On verra. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, merci à tous et bonjour à tous. Nous allons entreprendre quelque chose qui va être un peu comme une longue marche, mais pas une longue marche comme vous le savez de l'histoire, une longue marche de réflexion. Comme le dit Georges Braque, mieux vaut réfléchir d'abord et être convaincu ensuite. Parce que si on est convaincu sans réfléchir, on s'expose à bien de désagréables surprises. Alors, je suis à New York, je crois que je dois commencer par ça, le 5 février 1975. Je suis dans mon appartement là-bas, je suis représentant de la France pour les questions commerciales à New York, les questions de biens de consommation, biens d'équipement, infrastructures. Et quelque chose dans ce qui se passe aux États-Unis me paraît ne pas correspondre à ce que disent les gens qui sont autour de moi et même loin de moi. J'ai l'impression qu'on caricature de tous côtés un peu ce qui se passe. Alors voilà que ce 5 février, je reçois le supplément de New York Times, qui est le New York Times et l'institution new-yorkaise, de l'oligarchie financière new-yorkaise. Je le reçois le dimanche. Et qu'est-ce que je vois dans le supplément? Une photo des tranchées pendant la guerre de 14, avec en titre « Ceux qui vivent et ceux qui vont mourir ». Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Puis dedans, la famine en Éthiopie, ceux qui pourront vivre et ceux qui vont mourir, avec le petit corbeau qui suit la petite fille avec quelques cadavres autour. Je dis, mais de quoi s'agit-il? On va lire ça. Donc je le lis, et qu'est-ce que je vois? Je vois cette idée que dans les tranchées de la guerre de 14, et après j'ai appris que c'était vrai parce que j'ai connu des gens dans la Somme qui m'ont expliqué que c'était tout à fait vrai, qu'on tuait les ennemis blessés parce qu'on ne pouvait pas les nourrir, on ne pouvait pas leur donner de soins, et que finalement on a tué ses propres blessés. Et il y avait les fameux égorgeurs de tranchées qui avaient taillé, je l'ai vu au-dessus de la cheminée, dans une ferme pas trop loin d'ici, où il y avait c'était une balle taillée en pointe avec laquelle on égorgeait les gens parce qu'ils étaient trop. Et ce que disait ce journal, c'est comme en Éthiopie où ils sont trop, comme dans les tranchées où ils étaient trop, on est trop dans le monde. Et éthique du canot de sauvetage, il y en a un jour qui devront peut-être être jetés par-dessus bord, parce qu'on est trop nombreux. C'est quand même étrange chose de voir ça en 1975, là-bas, à New York. Puis je regarde les thèses du Club de Rome,
Et je vois le livre d'Aurelio Peccei et d'Alexander King, écrit en 1900, si je ne me trompe pas, 72, dans lequel il dit « Halte à la croissance ! L'homme, l'être humain, est comme une métastase cancéreuse qui s'étend dans toute la Terre. Pour sauver les survivants, il faudra limiter la croissance d'êtres humains. » Quand même, là, ça va loin. Puis je continue mes lectures et je vois le fameux modèle Forester-Meadows de l'époque, où on dit, c'est un modèle écologique, il y a sur Terre des ressources limitées, donc on ne peut pas avoir une croissance illimitée dans un monde de ressources limitées. C'est parfaitement logique. Donc il faudra à un certain moment limiter par des méthodes douces et humaines cette croissance démographique, et si ça ne marche pas, ben, comme disait Malthus, ce sera le dur sabre de la nature qui empêchera cette croissance, et il y aura peut-être des guerres, peut-être des anéantissements. Donc je dis quand même, qu'est-ce qui se passe pour qu'on tienne ce raisonnement, pour que réapparaisse ce raisonnement, je dirais, malthusien. Alors j'ai rencontré quelqu'un à l'époque qui était un banquier d'une banque importante, Brown Brothers Harriman, à qui j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « C'est très simple. Le monde de la finance doit se refaire une santé. Dans les énergies ou les formes d'investissement technologique lourds, on n'a pas les moyens. Donc, on cherche un monde où il faudra moins dépenser et gagner plus. » Alors bon. Et puis, on est quelque part passé à autre chose. Il y a eu la chute du mur. Il y a eu tout un certain nombre de choses qui sont passées dans l'histoire jusqu'ici. Il y a eu la crise de 2007-2008, la grande crise. Et puis là, aujourd'hui, réapparaît cette préoccupation, je dirais, écologique. À l'heure, je vous ai parlé de ce que disait Aurelio Peccei. Il y a un autre auteur qui réapparaît aujourd'hui, qui s'appelle Paul Ehrlich, qui a écrit en 1968 « La bombe démographique », où il disait « Le cancer est une multiplication incontrôlée de cellules, l'explosion démographique est une multiplication incontrôlée d'individus. Nous devons déplacer nos efforts du traitement des symptômes à l'ablation du cancer. Cette opération va exiger de nombreuses décisions apparemment brutales et cruelles. » Donc aujourd'hui, on entend parler aussi de ressources écologiques qui ne seraient pas suffisantes pour entretenir une population qui s'étend et se développe, notamment dans les pays du Sud et notamment en Afrique. Vous savez, j'ai rencontré des gens dans un Rotary Club, pour ne pas le mentionner, dans une banlieue de Paris, à qui j'ai dit « Mais c'est faux, regardez, il y a une réduction des naissances due au développement et au progrès. En Algérie, il y avait à peu près 6 naissances par femme dans les années 50-60. Aujourd'hui, c'est 3. C'est le chiffre. Hein. Ils m'ont dit « Mais ça n'a pas d'importance. » Je me dis « Mais pourquoi ?» Parce que dans les années 50-60, il y en a 3 sur 6 qui mouraient. Aujourd'hui, les 3 survivent. Alors j'étais un peu surpris de ce raisonnement dans un Rotary Club bien séant et apparemment bien élevé. Alors voilà, cette question d'écologie, d'environnement, de transition écologique reviennent. C'est la rumeur du moment, depuis les bancs des écoles, et je vous en parlerai, jusqu'aux pages de toutes les magazines, tous les journaux financiers. Donc un tel problème de saturation d'un thème, quand même, interpelle tous ceux qui tentent de réfléchir, comme vous le faites ici. Le changement, on se dit, climatique, le réchauffement de la planète, serait-il donc le plus grand danger que nous courons? Et pour cela, on n'aura pas les ressources nécessaires, donc il faut faire en sorte que la population, dans son nombre, soit adaptée. Greta Thunberg serait-elle alors la voix prophétique, la Jeanne d'Arc de notre temps? Les rebelles en quête de justice, qui veulent faire une pression incessante sur les gouvernements pour qu'ils prennent de bonnes décisions, mais qui le font que sur le plan moral, sans mettre en cause les fondements politiques, seraient-ils les prophètes désarmés de notre époque? L'écologiste qui veut mieux respirer et manger sain, a-t-il quelque chose à voir avec ceux qui prônent une non-violence non légale, comme XR, Extinction Rebellion, ou plus comme une violence armée contre le système productiviste,
comme Green Deep Resistance. Je vous montrerai ensuite ce que sont ces groupes. S'agit-il d'une priorité ressentie partout en France ou s'agit-il au contraire d'une fixation surtout des couches urbaines relativement favorisées? Les manifestants de Extinction Rebellion sont généralement des jeunes appartenant aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures. Que se passe-t-il lorsque Priscilla Ludowski nous dit, c'est la leader historique, une des leaders historiques des Gilets jaunes, bien qu'elle n'aime pas le mot leader, Extinction Rebellion non plus, ils n'ont pas de leader, il faut savoir. Mais de temps en temps apparaissent des porte-paroles. Donc Priscilla Ludowski nous dit qu'il faut que les Gilets jaunes s'unissent aux écologistes de XR pour que ceux qui croient à la fin du monde et ceux qui souffrent de la fin du mois s'unissent dans un groupe nouveau qui sera l'opposition au système en place. Bon. Voilà. Autant de questions légitimes, je pense, que l'on est en droit de se poser. Mais pour se poser des questions, il faut savoir d'où on part. Pour moi, c'est à partir de l'exigence du bien commun dans toute une société, qu'on peut appeler en termes, je dirais, laïques, l'intérêt général et l'intérêt des générations futures, de ce que nous laisserons à nos enfants et à nos petits-enfants, et bien au-delà. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas de limite à la création humaine, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'êtres humains, ce qui nous a permis d'être 7 milliards d'êtres humains sur Terre, alors qu'avec les moyens qu'on avait et les ressources qu'on avait à l'origine de l'humanité, il y avait un potentiel, disons, de quelques dizaines de milliers seulement. De ce point de vue-là, pour comprendre ce qui se passe en matière d'écologie et de climat, il est nécessaire de comprendre quelles forces destructrices sont à l'œuvre aujourd'hui. Et on dit, certains disent, c'est un État profond, c'est un deep state, ça vient des États-Unis, ce sont des forces obscures. Moi, je ne dis pas du tout, ce sont des forces qui s'expriment au grand jour et qu'il suffit d'identifier si on a un peu le courage de le faire et le courage de les combattre. Car le climat en tant que tel ne peut pas être un ennemi ou un défi objectif. Si on regarde le climat sur le temps long, et vous pouvez aller au musée de Lascaux, au musée des Aisies, pour voir les différents moments du climat dans l'histoire de ces 500 000 dernières années. Et vous voyez qu'il y a eu des pics de chaud et de froid, en moyenne, de plus ou moins 10 degrés, dans les deux sens, par rapport à notre époque. C'est plutôt un peu plus froid qu'un peu plus chaud, d'ailleurs. Et vous avez vu que cette ignorance est partagée, puisque Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a visité la grotte de Lascaux, il a dit « Ah, mais je comprends bien qu'ils aient choisi ce moment agréable et ensoleillé ». Bon, tout l'environnement de Lascaux, à l'époque de Lascaux, c'est-à-dire à 17-18 ans, est entouré de glace. Hein. L'ignorance des êtres humains n'a pas de limite, même aux plus hautes positions de l'État. Donc, voilà, ça pose la question, comment se pose la question du changement? Ça pose aussi cette question-là. Je suis lecteur parfois de bandes dessinées. J'ai lu Le chat du rabbin de Jonathan Sfar, le premier tome en tout cas, et dans lequel le chat du rabbin, qui est soudain doué de parole parce qu'il a avalé un perroquet, c'est toute l'histoire, et il est très amoureux de sa maîtresse. Et sa maîtresse, qui est une juive séfarade, qui habite l'Algérie, va épouser un eskénaze parisien et va partir. Donc le chat est très triste. Il dit « Je voudrais que le temps s'arrête, je voudrais que tout soit pareil, que tout reste comme ça, que rien ne change, que le climat ne change pas, que la température ne change pas, que ma maîtresse ne parte jamais. » Puis il se dit quand même, j'ai appris un peu les doctrines humanistes et la religion, et je suis en train de commettre le pire des crimes par rapport à elle, c'est vouloir arrêter le temps. Je me prends pour Dieu. Donc j'espère que tout sera pareil, et tout ne peut pas être pareil. On est dans un monde en devenir, dans un monde qui s'écoule. Et je pense que cette idée fondamentale, c'est une idée aujourd'hui qui est en réalité assez peu partagée, sauf ceux qui disent que ça ira dans le sens nécessairement du pire. Et que, éventuellement, si on fait peut-être des choses, on ira dans le sens du bien. Bref, en réalité, il y a des forces très subjectives qui sont à l'œuvre, et il faut commencer par les identifier clairement. Car si on s'en prend qu'aux apparences, et non à ce qui cause la misère physique et morale du monde où on vit, du monde actuel, si on s'en tient à un seul élément sans voir toute la perspective d'ensemble,
on détourne les combattants du combat fondamental, on détourne les combattants de ce pourquoi ils devraient combattre, et plus encore, on les réduit à un état de servitude volontaire ou involontaire, des complices de ceux qui les oppriment. Je commencerai donc par essayer d'aller aux causes et non pas aux conséquences, en vous montrant les moyens de l'oppression destructrice que nous subissons dans une pseudo-Europe qui est en fait l'Europe, cette Europe de l'Union européenne, qui est devenue une véritable vallée des paumés, je dois le dire, par rapport à l'histoire du monde, comme l'était l'Allemagne de l'Est avant la chute du mur. L'Europe, c'est la vallée des paumés aujourd'hui, je vous le dis, brutalement et franchement, par rapport à ce qui se passe en Chine, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Pourquoi ? Parce qu'on a admis d'être dans la servitude volontaire aussi, par rapport aux politiques suivies dans le monde atlantiste et occidental. Donc, je vous montrerai ensuite l'écologisme, ou plutôt sa vision verte punitive, qui repose sur une conception qui réduit l'homme à un danger pour la nature, et fait comme si l'homme était nécessairement un prédateur, un pollueur, quelque chose qui détruit et qui est réduit à un danger, à un mal pour le monde. C'est ce que j'appelle le fascisme vert, qui est fondé sur le fascisme noir, ou comme le fascisme noir, par des intérêts financiers prédateurs qui font de cet écologisme vert-là, je ne veux pas dire de tous les écologistes, bien au contraire, qui font de ces écologistes verts-là les idiots utiles, ou plutôt les auxiliaires désemparés de ces pouvoirs financiers. Alors, il faut le préciser tout de suite, il y a un réel problème écologique dans le monde, et il est très grave. Mais je suis convaincu qu'on ne peut pas y faire face sans avoir confiance dans la création humaine, depuis la vie familiale jusqu'à la création scientifique et artistique, et de faire avec elle un pari sur l'avenir. Cependant, faire des êtres humains en tant que tels un danger pour le monde, c'est épargner les forces destructrices qui les égarent ou celles que je viens de signaler. Je poursuivrai donc en vous montrant les fondements du pessimisme culturel et de ceux qui le manipulent et comment ils procèdent. Exposer ce que font ces financiers, je pense, est la priorité de l'époque. L'Union européenne telle qu'elle est, et c'est pour ça qu'elle est la vallée des paumés, et leur courroie de transmission pour infecter financièrement et plus profondément culturellement une population dont sa culture et son histoire la prédisposeraient au contraire à la résistance et au combat. Ce sont les germes de cette résistance avec un projet pour gagner, ou des pistes pour gagner, qui ne restent pas dans le négatif, qui tentent d'aller vers le positif, que je voudrais vous encourager à développer ce soir, si ma présence a un sens ici. Enfin, parce que c'est indispensable et aussi parce que vient l'échéance des élections municipales dans notre pays, je tenterai de montrer les piliers sur lesquels doit reposer un combat qui doit être gagnant-gagnant. Et je conclurai en vous indiquant également le combat d'idées que chacun d'entre nous doit mener à l'intérieur de lui-même, parfois en pensant contre soi-même, face à une idéologie de notre pays qui est partagée, malheureusement, entre la double impuissance, d'un côté, de servir la cour, de servir l'administration, ou, comme disait De Gaulle, un fédérateur extérieur, et de l'autre côté, celle de se vouer soit à fuir en cultivant que son jardin, c'est l'abstention politique, ou à se laisser dominer par sa rage aveugle, conduisant à des combats perdus d'avance, faute d'être capable d'inspirer et de créer une espérance commune. Alors, commençons par la situation du monde. Je veux vous montrer une première chose qui est cette triple courbe-là. Alors, c'est une triple courbe sur la croissance des taux de croissance. Vous voyez qu'il y a une croissance très rapide de l'émission monétaire, c'est en pointillé, qui a poussé les actifs financiers. Jusqu'à un certain point, on ne peut plus les pousser. Il y a eu rechute, c'est la crise de 2007-2008, puis il y a une remontée, c'est l'époque actuelle.
avec en même temps la production physique réelle de biens utiles pour l'humanité qui tend à la baisse. Alors ici, le phénomène a été exagéré, bien entendu, parce que c'est une tendance. Mais ça, c'est la triple courbe que mon ami américain Lyndon LaRouche a développée comme image pour faire comprendre l'état dans lequel se trouve l'économie mondiale. Alors, plus clairement et plus concrètement, si vous le préférez, on a une économie mondiale où la dette mondiale, c'est 250 000 milliards. C'est 3 fois le produit annuel intérieur brut du monde. Et nous verrons que cette conception est elle-même fallacieuse. C'est 3 fois. Les produits financiers dérivés, qui sont des titres permettant de spéculer sur des sommes pour l'avenir, atteignent dans ce qu'on appelle le sous-jacent, c'est-à-dire la somme totale correspondant à ces paris sur l'avenir, 700 000 milliards, c'est-à-dire 8 fois le produit intérieur brut mondial. Et si on fait la somme de tous les engagements financiers dans le monde, notamment sur le marché d'échange, on arrive à plus de 1,5 million de milliards dans le monde. Ça paraît un chiffre inenvisageable, c'est à peu près 12 à 13 fois le produit intérieur brut du monde. Donc c'est une société, de ce point de vue-là, qui marche sur la tête, et il y a pire, parce qu'il y a tous les échanges dans ce que les Anglais appellent les dark pools. Nous sommes polis, nous les appelons les plateformes alternatives. Là, il y a encore plus d'argent qui circule dans, disons, une économie qui est un peu la matière noire de notre système. Alors, si on fait la somme de tous ces engagements financiers dans le monde, c'est là que nous avons ces 12 à 13 fois le produit intérieur brut du monde. Ce qui est un chiffre qui rend ce système qui est fondé sur une dette spéculative, alors qu'on ne crée pas les moyens physiques de rembourser cette dette, qui rend ce système virtuellement en faillite. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce qui le retient? C'est ce qu'on a pu appeler la morphine monétaire, ou, si vous voulez, la fausse monnaie. Grand expert, l'escroc Mario Draghi, qui a dirigé la Banque centrale européenne, et maintenant on passe à Christine Lagarde. Donc Mario Draghi, d'ailleurs, on a interrogé sur lui Jean-Claude Trichet, c'est sur Arte, vous pouvez le voir. Donc on demande à Jean-Claude Trichet, que pensez-vous de votre prédécesseur? Il a été donc le dirigeant de la Banque centrale européenne, il était avant à Goldman Sachs Londres, lorsqu'on a dissimulé la dette grecque pour qu'elle puisse rentrer dans l'Union européenne, et ensuite on a vu le poids de la dette grecque. Ensuite, Goldman Sachs a conduit la Grèce et les spéculations dont elle a été l'objet pour les Jeux olympiques, qui se sont déroulés là-bas, les marinas, toutes les spéculations sur le terrain. Bref, il y a une immense bulle qui s'est créée. À ce moment, ça ne pouvait plus durer. Et Goldman Sachs lui-même a pris ce qu'on appelle des titres sur le défaut, des crédits défaut swaps, en garantie d'un défaut de la Grèce. Donc, à ce moment-là, les dirigeants de Goldman Sachs, dont Mario Draghi, ont fait savoir que la Grèce allait mal. Donc, les titres sur le défaut, qui pariaient sur un défaut de la Grèce, ont augmenté énormément. Goldman Sachs a vendu, ils ont gagné beaucoup d'argent. Que pensez-vous de cela, monsieur Jean-Claude Trichet? Est-ce, disons, en accord avec l'éthique qu'on attendrait d'un gouverneur de la Banque centrale européenne? Et Jean-Claude Trichet a répondu, cette réponse magnifique, je trouve, écoutez, vous ne m'avez jamais posé cette question. Donc, c'est très intéressant sur l'état d'esprit des gens qui sont à ce niveau. Donc, on a émis toute cette morphine monétaire pour soutenir ce système. On appelle ça, je vous expliquerai plus tard, les allègements quantitatifs ou les TLTRO, en permettant aux banques et à ce système financier de proche en proche de tenir. Et on a créé des bulles financières énormes qui contaminent aussi de proche en proche l'ensemble du système. Donc on ne construit plus la base physique permettant de rembourser tous les crédits qui ont été accordés. Et évidemment, à un certain moment, comme les gens ont besoin d'emprunter et d'emprunter aussi bas que possible pour pouvoir rembourser, par exemple, les banques empruntent, reprêtent aux sociétés qui rachètent leurs propres titres en bourse et qui font monter la bourse de cette façon. C'est de la folie financière. Donc, pour faire marcher ce système, on a ramené les taux d'intérêt vers zéro. Donc, on a un système où les taux d'intérêt sont très faibles. On dit c'est merveilleux. La France peut encore s'endetter sans avoir à payer. Après, je vous expliquerai ce qui se passe. Mais les épargnants sont défavorisés. Tous ceux d'entre vous qui ont pris de l'assurance vie
soyez dans une certaine crainte, parce que les sociétés d'assurance-vie ont besoin de faire une différence entre les taux qui leur rapportent sur des obligations, maintenant c'est pratiquement zéro, et l'argent qu'elles vous servent. Et actuellement, elles peuvent servir pratiquement très peu, de moins en moins. Et à un moment donné, elles seront étranglées. Donc c'est un système qui creuse quelque part sa propre tombe. Et dans les marchés financiers, au contraire, les titres augmentent, dopés par cette monnaie. D'où les banques, qui jouent aussi sur les différences de taux d'intérêt. Elles empruntent donc à long terme et reprêtent à court terme, parce que d'habitude, les taux d'intérêt à court terme sont plus élevés que les taux... elles empruntent à court terme, dont les taux d'intérêt sont à court terme plus bas que ceux à long terme, parce que la période est plus courte. Maintenant, les taux d'intérêt à court terme tendent à être plus élevés que les taux d'intérêt à long terme, parce que les gens craignent à court terme qu'il y ait une crise. Donc les banques sont coincées, les sociétés d'assurance sont coincées, et tout ce qui gère l'assurance-vie est coincé, parce qu'il n'y a plus les moyens de continuer à vivre dans ce système-là. Donc les gens qui sont les joueurs eux-mêmes dans ce système sont coincés, et ils jouent avec de l'argent emprunté. Le phénomène extrême, c'est la Banque du Japon, où la Banque du Japon est pratiquement le seul acteur d'action sur le marché japonais. Donc, c'est l'État qui rachète les actions et qui rachète ses propres titres à travers sa banque centrale. Donc, c'est un système de fou qui marche littéralement sur la tête. Et pendant la période de référence, 2010-2018, c'est pas les ménages qui achètent des actions en bourse, c'est de moins en moins les ménages. Ceux qui achètent des actions en bourse, c'est les grandes banques, les institutions financières et les fonds d'investissement. Donc c'est un marché qui tourne en rond et qui est déterminé, si vous voyez le niveau des bourses, par des algorithmes, des choses prévues sur ordinateur, qui prévoient toujours une hausse dans certains domaines et dans certaines limites. Donc les marchés financiers ne sont plus des marchés. Vous n'avez même plus une économie de marché. Vous avez une économie qu'on appelle libérale, ultralibérale, ordolibérale. C'est faux. C'est une dictature financière basée sur la survie à court terme. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas dans le monde dans lequel vous êtes. Je m'excuse de le dire de cette façon, parce que c'est un monde où la destruction est aux commandes et où, dans ce système, il y a une transformation au centre d'un empire britannique qui était auparavant territorial en un système offshore hors de tout contrôle anglo-américain. Il y a des Anglais qui l'ont analysé. Nicolas Jackson a écrit un livre qui s'appelle en anglais « Les îles au trésor, les gens qui ont volé le monde ». Donc évidemment, tout cet argent va dans des réseaux qui sont des réseaux parallèles et qui créent une économie dite fictive, un capitalisme fictif. Ça n'a plus rien à voir avec un capitalisme industriel. C'est un capitalisme fictif de connivence entre des intérêts qui jouent avec ce qui se passe dans le monde. Donc ce qui se passe en réalité, c'est que vous voyez, il y a des choses dont les prix montent. On dit qu'il n'y a pas d'inflation. C'est vrai, il n'y a pas d'inflation, mais il y a une baisse en même temps de pouvoir d'achat pour les gens, de pouvoir d'achat salarial notamment, les gilets jaunes. Mais il y a un domaine dans lequel il y a une hausse énorme. C'est tout le domaine des actifs financiers existants, l'immobilier, notamment dans les très grandes villes comme Paris ou Londres ou New York, ou encore pire, Hong Kong, ce n'est pas sans lien avec ce qui s'y passe, plus une hausse très forte, et c'est là où il y a la plus forte hausse, et les gens ont plus d'argent, dans tout le domaine de l'art moderne. Donc vous avez, dans ce qui existe déjà, une très forte hausse qui ne va pas vers le futur. Et dans ce qui existe déjà, les sociétés qui ont des difficultés et qui, d'après le Fonds monétaire international, représentent 9 000 milliards dans le monde, qui empruntent pour pouvoir remplir quoi? L'intérêt de leurs emprunts. Mais en ce faisant, elles créent une dette de plus en plus élevée pour elles, dans le principal. Je vous montrerai les images tout à l'heure. Donc on a une société dans laquelle, pour les êtres humains, pour les individus, ce qui a remplacé le pouvoir d'achat salarial, c'est l'endettement. Et les gens sont prisonniers dans l'endettement. Vous voyez, aujourd'hui, le temps de travail qu'on met pour acheter une voiture ou un logement décent, c'est 2 fois plus que le temps de travail en 1950-60. Alors, évidemment, comme les gens ne travaillent pas plus, comment ils font? Ils doivent s'endetter. Il y a tout un système qui est de proche en proche, jusqu'aux gens repose sur la dette. Alors, je veux vous montrer ce système-là avec une série de diapositives. La première, c'est le marché financier, le Dow Jones, depuis 1990.
enfin ici 1928, et vous voyez l'accélération dans les années 90, avec la crise que vous voyez là, puis la hausse vertigineuse depuis la crise de 2007-2008. On a versé énormément d'argent pour conserver le système. Ensuite, vous voyez comment on a trompé les gens, et je vous le montre tout de suite, parce que ça doit être dans la logique de ce que vous devez comprendre. Ça, c'est un tableau de Jérôme Bosch, qui est au musée de Saint-Germain-en-Laye, qui s'appelle l'escamoteur, où, pour pouvoir tromper les gens, on attire leur attention sur autre chose que ce que je vous viens d'écrire, de ce qui se passe. Et on détourne leur attention, vous voyez, les gens se font tous avoir par rapport à cet escamoteur qui joue avec de l'argent caché sous des dés, il fait deviner dans quel dé se trouve l'argent, il détourne l'attention, comme ça il peut le tromper les gens. Donc c'est un système d'escamoteur et de bonimenteur. Si vous lisez toute la presse, vous voyez, ou le journal télévisé encore pire, ce qui s'y passe, ou ce qu'on appelle la contrepartie, c'est-à-dire tout ce qui est le social sur Internet. Et là, vous voyez au contraire le ressentiment, la violence, le court terme. Vous voyez nulle part une analyse profonde qui vous permet ou qui vous communique de comprendre ce qui se passe réellement. Alors, la suite qui est frappante, je trouve, c'est la dette globale dans le monde depuis 1990. Non, ça c'est la française, il y en a une autre avant. Oui, c'est celle-là. C'est la dette dans le monde. Donc, vous voyez la dette des entreprises, du gouvernement, des entreprises non financières, des entreprises financières du gouvernement, des non financières, et des ménages. Alors, c'est celle des ménages qui croient le moins. Hein. Toutes les autres sont dopées. Et encore, c'est les ménages croissent beaucoup, hein, mais moins que les autres. Après, c'est la dette française en pourcentage du produit intérieur brut. Donc, vous voyez que dans ces années-là, après les 30 Glorieuses, ça baisse, puis l'endettement, alors, explose à partir des années 2007-2008. Après, c'est la dette nationale américaine. Alors là, c'est encore pire. Depuis 1940. Vous voyez la dette. Après, ce sera les banques centrales. Alors, comment les banques centrales mettent de la monnaie pour faire tenir le système? Et vous voyez la hausse énorme de toutes les banques centrales du monde entier qui déversent des flots de monnaie. Il y a la banque suisse, la banque anglaise, la banque du Japon, la banque centrale européenne, la réserve fédérale américaine, même la banque de Chine. Toutes ces banques mettent de l'argent pour faire tenir le système. Donc un système dopé par de la fausse monnaie qui ne correspond pas à la création réelle de biens physiques. Il faut bien comprendre cette question-là. Ensuite, c'est les bulles. Alors, les bulles financières, ça, c'est les prêts étudiants aux États-Unis. Les étudiants, pour pouvoir aller à l'université, là-bas, doivent payer. Donc, on leur fait des prêts qu'ils doivent rembourser. Comme ils ne trouvent pas d'emploi, ils ne peuvent plus rembourser. Donc, vous avez là les prêts qui augmentent énormément, et ça, c'est les défaillances des étudiants qui ne peuvent plus payer. Donc, c'est une bulle financière énorme. Après, c'est les prêts étudiants, donc vous voyez qui montent, mais aussi les prêts pour les gens qui achètent des automobiles, les gens qui achètent à crédit des voitures, ou les gens qui achètent à crédit des logements, et parfois, la durée du crédit qu'ils prennent, c'est vrai pour le logement, est plus longue que la durée de vie possible de leur maison, ou parfois de leur voiture. Donc, ils sont entièrement pris dans un système de crédit dont ils ne peuvent pas sortir. Et encore, c'est les ménages. Vous avez vu que les institutions diverses, entreprises, États, pour eux, c'est encore pire. Celle-là est très intéressante. Non, c'est celle d'avant. Ah, attends. Oui, ça c'est quoi? C'est les étudiants. Et la suivante, alors? Oui, ça c'est le crédit aux entreprises non financières. Une hausse énorme. Tout ce qui n'est pas financier. Alors, évidemment, on dit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 9 000 milliards dans le monde d'entreprises zombies, c'est-à-dire s'il y avait une hausse des taux d'intérêt même légère par rapport aux taux d'intérêt, ils tombent automatiquement en faillite. 9 000 milliards sur 20 à 25 000 milliards. C'est énorme, c'est à peu près le tiers, un peu plus du tiers. Donc on est dans un monde où si la moindre hausse de taux d'intérêt se produit, les entreprises, les États, tout le monde ne peut plus payer. C'est pour ça que les taux d'intérêt sont condamnés à rester bas et qu'on produit sans cesse de la monnaie, de la fausse monnaie, pour entretenir ce système dans lequel on se trouve.
celui-là, le suivant, est très intéressant parce que c'est la dette. Alors vous voyez que la dette augmente, puisque les taux d'intérêt sont faibles ou négatifs, mais que le paiement des intérêts diminue. Donc évidemment qu'on paye de moins en moins d'intérêts, mais on s'endette de plus en plus. Donc à l'échéance de la dette, comment on va faire? C'est la crise du principal, comme l'appellent les gens qui sont dans ce domaine. Et ensuite, je vais vous montrer autre chose qui touchera peut-être certaines personnes dans cette salle, c'est le marché de l'or. Alors, c'est très intéressant de voir le marché de l'or, c'est là-haut, par rapport aux autres formes de rapport. Alors, sur 20 ans, les 20 dernières années, action internationale, plus 110%, ce qui est déjà énorme, action américaine, plus 221%, obligations américaines de long terme, plus 329%. Pourquoi? Parce qu'elles rapportent de moins en moins celles qui existent, donc celles qui étaient avant avec des taux d'intérêt plus élevés voient leur valeur s'élever, puisque les taux d'intérêt sont plus élevés. Celles dont les taux d'intérêt actuels sont plus faibles valent de moins en moins. Et ensuite, l'or, plus 365%. Donc c'est l'or qui a plus rapporté depuis 20 ans. Alors évidemment que l'or rapporte plus que toutes les travaux, les études des étudiants des écoles de commerce, des capitalismes financiers, des grands sages à la tête des entreprises ou des États, que ce soit l'or qui marche le mieux, montre bien comment toutes les monnaies et toutes les formes existantes de profit sont dépréciées par rapport à quelque chose qui est une assurance, qui est l'or. Mais l'or, ça ne crée rien. Hein. Et en plus, il y a 500 fois plus d'or papier qu'il n'y a d'or physique. C'est-à-dire que l'or augmenterait encore beaucoup plus s'il n'y avait pas des banques entretenues par les banques centrales qui vendent de l'or pour créer à terme un contrôle du marché de l'or et l'empêcher de monter. Sans ça, il monterait beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on est absolument au bout de ce système. Parce que vous voyez, 500 fois plus d'or papier que d'or physique, dans un marché qui est relativement étroit. Hein. Mais l'or, ça a toujours été traditionnellement la garantie pour des pays de continuer à dominer leur crédit extérieur. Qui sont les grands acheteurs d'or? La Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde et même le Venezuela, dont on essaye de piquer l'or par ailleurs, pour défendre la démocratie, bien entendu. Donc, voilà le système dans lequel on vit. Et le dernier que je voulais vous montrer à ce stade, c'est le pouvoir d'achat et la circulation monétaire. Donc, vous voyez que la circulation monétaire en hausse et le pouvoir d'achat en baisse. C'est ça le signe même de la crise dans laquelle nous sommes. Donc, je voulais vous montrer toutes ces choses par rapport à l'idée de croissance et de décroissance. On est déjà dans une société en croissance financière très forte, mais en décroissance de l'économie physique, de l'économie productive. Ça, c'est le phénomène qu'on vous cache. Parce que vous regardez le produit intérieur brut, et on vous dira, quand même, il y a encore une croissance en Europe, c'est entre 1 et 2 %. Hein. Même l'Allemagne commence à tomber. C'est très lié au marché international et à l'automobile qui est en crise. Mais non, entre 1 et 2 % il y a une hausse. Mais de quoi est composé le produit intérieur brut? C'est composé de secteurs physiques, les infrastructures, la production. Mais il y a aussi à l'intérieur certains services qui sont nécessaires, plus l'éducation et la santé qui sont nécessaires pour entretenir une population qui ne soit pas capable de vivre. Mais vous avez dans ce produit intérieur brut un secteur financier et un secteur commercial qui ne sont pas absolument nécessaires, qui dans certains cas le sont, dans d'autres ne sont pas du tout, c'est la spéculation, qui sont en croissance énorme par rapport à tout le reste. Alors je vais vous dire combien loin ça va, vous ne le savez pas, ça je suis certain. Les services statistiques de l'Union européenne contraignent aujourd'hui les États membres à inclure dans leur produit intérieur brut le produit de tous les trafics, ça fait 2 ans, y compris le trafic de drogue, y compris la prostitution. Car ça accroît le produit intérieur brut en monnaie et ça dégage de nouvelles marges de crédit, évidemment, où l'émission de fausses monnaies pourra reposer sur l'émission de fausses activités ou d'activités prédatrices, destructrices. Donc ça, c'est le système dans lequel on est. Alors, je vous ai parlé longuement de tout ça pour vous dire que bonimenteur, on va parler de l'écologie, du climat, comme si c'était la grande crise, alors qu'il y en a une devant notre nez qui risque d'éclater tout de suite. Et si on ne traite pas celle-là, on ne traitera certainement pas l'autre.
dans la mesure où elle existe vraiment et où elle a nécessairement la portée qu'on lui dit. En tout cas, le système actuel ne peut pas durer parce qu'il ne peut que retarder l'issue qui est inévitable, qui est sa fin. Et il le fait en gagnant du temps avec l'émission de monnaie, qui correspond de moins en moins à la création de richesses. Aujourd'hui, selon qu'on est aux États-Unis ou en Europe, il faut émettre 3 à 4 de crédit pour avoir 1 de croissance. Donc vous voyez l'effet de perte au passage, qui est énorme. Et cet effet de perte, c'est les actifs financiers existants qui augmentent pour ceux qui les possèdent, le fameux 1% ou le même 0,1% qui possèdent de plus en plus par rapport au reste de la population dans ce système-là. Alors évidemment, du point de vue de l'oligarchie financière, il faut qu'il contrôle ce système, comme elle l'a pratiquement jamais fait, parce que dans ce système de capital fictif, les intérêts créés et transmis se font à travers des formes de moins en moins incontrôlables que sont les paradis fiscaux, que sont l'économie des Noirs, que sont l'économie de tout un système parallèle qui devient de plus en plus important. Hors bourse, les transactions dans l'économie sombre sont entre 60 et 70% aux États-Unis, 40 à 50% en Europe. C'est-à-dire ça se passe derrière le dos des contrôles et des régulations. Donc on est dans un système où, évidemment, les gens qui sont en place gagnent d'immenses profits comme ils n'en ont jamais gagné dans l'histoire par rapport aux autres. Alors, maintenant, par rapport à cela, l'écologisme, dont je vous ai parlé au début, qui est sur quoi on concentre toute l'attention. Alors, l'écologisme, c'est d'une part l'écologiste honnête et gentil qui veut un environnement sain et propre, et c'est très bien. C'est tout à fait légitime, et je le défends tout à fait. Mais, évidemment, il pense, et on lui fait penser, que c'est en diminuant l'empreinte humaine qu'il y parviendra. Et c'est là qu'on voit de l'extrême gauche, nouveau parti anticapitaliste, la l'ENPA, a développé cette thèse-là, il faut le lire, et dans l'extrême droite, Hervé Juvin, qui est au Front National, qui a reconvaincu, je vous en parlerai après, qu'il y a un écologisme biologique à défendre, un biotope national à défendre, tel qu'il est. Donc vous avez de l'extrême gauche à l'extrême droite tout un système où on développe une écologie en opposant une soi-disant nature existante, avec les êtres humains qui seraient ou non inclus d'ailleurs, et l'intérêt des êtres humains. Alors vous avez ensuite les politiciens verts qui exploitent cette réaction, souvent, comme on l'a vu, pour occuper des positions politiques à leur avantage. Et je ne vous fais pas de dessin ni d'explication, mais tous se basent sur un contrôle de la création humaine et pas un développement de la création humaine. Après, il y a les mouvements plus violents, Extinction Rebellion, qui n'est pas violent, qui est un mouvement de surface qu'on voit, visible, comme on l'a vu à Paris, qui vient de Londres. Et ce mouvement, c'est un mouvement, disons, qui est pour une non-violence non légale, qui sont prêts à violer la loi, mais dans la non-violence, et qui le font dans la non-violence. Après, il y a le Deep Green Resistance, ça c'est le mouvement underground, comme ils disent, sous-jacent, qui lui se battra par la violence. Et après, surtout, il y a les intérêts financiers qui portent le projet de récupération verte. C'est-à-dire, ces intérêts développent l'idée que, de toute façon, une crise du système est en place. Donc, où est-ce qu'on peut se récupérer en investissant dans des domaines nouveaux, ce qui me disait dans les années 1970, mais maintenant ça devient plus facile, les domaines d'une économie verte pour laquelle il ne faudra peut-être pas investir tellement à court terme, mais qui rapportera beaucoup, et qui utilise les mouvements dits verts qui répandent un pessimisme qui ôte leur capacité de combat, leur capacité de résistance, qui utilisent ces mouvements pour pouvoir faire passer leur façon d'essayer de contrôler le phénomène, on pourrait dire, de chevaucher le dragon tel que l'économie le présente. Alors, vous avez différentes nuances. Il y a les gens relativement raisonnables, comme mon ami Gaël Giraud, qui dit « Attention, il ne s'agit pas de tomber dans la démagogie anti-riche, il s'agit simplement d'appliquer le principe pollueur-payeur censé nous gouverner. Aujourd'hui, des entreprises comme ArcelorMittal, le chimiste, Solvay ou le cimentier Lafarge échappent à la taxe carbone alors que leur bilan d'émissions est énorme, c'est vrai.
Les faire contribuer davantage n'est pas les punir, mais simplement faire preuve de la plus élémentaire des justices fiscales. Jusque-là, c'est vrai. Mais pourquoi ils sont dans ces conditions? C'est parce que, évidemment, comme le profit doit être financier et qu'il doit être de plus en plus à court terme, ils sont obligés de se comporter sans tenir compte d'une vision à long terme qui serait, par exemple, de moins polluer. Donc le problème, le cœur du problème, est dans cette exigence de profit financier immédiat. Alors, par rapport à ça, vous avez la première révolte qui est Extinction Rebellion. Alors, que disent-ils? Ils disent qu'il faut reconnaître la justice et l'émergence, la gravité et l'émergence de la crise écologique, premièrement. Deuxièmement, il faut pour cela aboutir à la neutralité de l'émission de CO2 en 2025 de manière planétaire. Troisièmement, stopper immédiatement la destruction des écosystèmes qui sont la cause de l'extinction générale du vivant. Et quatrièmement, la création d'assemblées de citoyens pour décider comment atteindre les buts et mettre en place une transition juste et équitable. Donc c'est ce que disent eux-mêmes. Jusque-là, vous le lisez, vous dites, bon, ça a l'air intéressant, ils veulent contrôler un phénomène, mais sur quelle base? Alors ils disent, en réunissant de petits groupes, du niveau de la base vers le sommet, sans qu'il y ait vraiment de dirigeants, en pratiquant l'horizontalité. Vous apercevez qu'ils ne sont pas du tout horizontaux dans la façon dont ils s'expriment. Moi, j'ai amis Gilets jaunes qui sont allés les interroger, et on s'aperçoit qu'il y a un discours qui est toujours le même, qui sont organisés pour tenir ce discours. Et ce discours, c'est un discours fin du monde, fin de mois, pour les plus extrêmes. Pour les moins extrêmes, il faut faire quelque chose très vite pour atteindre cette maîtrise de l'environnement. Donc, ces intérêts financiers ont tout à fait intérêt à ce que ce genre d'idéologie se propage et qu'une semaine comme celle d'Extinction Rebellion en France ait eu lieu. Alors, c'est intéressant quand on voit comment ils sont organisés. Ils sont organisés en petits groupes, très directifs en réalité. Et on a vu, moi j'ai vu, dans des immeubles du 13e arrondissement, des jeunes dire on est chaud, on est très chaud pour lutter contre le réchauffement. Donc il y a une sorte d'excitation partagée avec la rage m'a littéralement submergé, ça s'est cité dans la presse. Hein. C'est un ingénieur d'Aix-les-Bains qui dit « J'ai soudainement ressenti quelque chose de très violent, un mélange de tristesse et de colère profonde, un besoin soudain d'engager mon corps pour tenter de transformer notre société. Cette rage m'a littéralement submergé. Militer était devenu soudainement indispensable à ma santé mentale. » Donc ça se tourne vers l'individu et la façon dont l'individu ressent les choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que la fondatrice, Gail Bradbrook, de Extinction Rebellion, dit « Moi, j'ai commencé par les drogues hallucinogènes qui ont aidé à m'inspirer. J'ai pris du peyote, l'ayahuasca et l'iboga, c'est des drogues écologiques d'Amérique du Sud, et ça m'a inspiré qu'on allait tous vers la fin, qu'il fallait absolument faire quelque chose et qu'il fallait que notre conception se répande partout. » Donc, je vous expliquerai comment les intérêts financiers profitent de cela. Alors, évidemment, ça se répand effectivement partout. Vous avez vu, il y a un projet de loi pour rendre obligatoire l'enseignement des enjeux écologiques dans l'enseignement supérieur en France. Depuis longtemps, on chante dans les écoles « Ma terre, elle est belle, ma terre, elle va mourir, ma terre, moi, je me sens coupable de rien faire, etc. » Tout le discours de Greta Thunberg, c'est un discours qu'on a entendu depuis au moins 15 ans, un peu partout. Sauf qu'elle l'exprime, évidemment, de manière absolument organisée et en disant et en répétant toujours la même chose qui fait écho à le bruit de fond qu'il y a dans toute la société. Alors, évidemment, Jean-Michel Blanquer, lui, a dit qu'il fallait des responsables dans chaque niveau d'enseignement et dans chaque classe même d'un responsable écologique. Donc, on organise les choses quand même de façon plutôt directive, de la façon dont on le fait. Alors, le projet de loi sur l'enseignement obligatoire des enjeux écologiques à l'école fait suite à un appel lancé en juillet 2019 par 80 dirigeants d'établissements et 1000 enseignants et chercheurs pour que l'État initie une stratégie de transition de l'enseignement supérieur, positionnant le climat comme l'urgence première. Aucun étudiant ne doit pouvoir valider une formation dans l'enseignement supérieur sans avoir compris les causes, les conséquences du changement climatique et travailler à l'identification de solutions possibles. Donc voilà, c'est bien pas horizontal, c'est bien aussi de haut vers le bas.
Alors, évidemment, vous l'avez, la journée parlementaire du groupe LREM, toujours prêt à suivre le sens du vent, le 19 septembre à Saint-Denis. La transition écologique était sous toutes ses formes la priorité. Et vous avez la Convention pour le climat. Alors, on a tiré au sort 150 citoyens pour réfléchir sur cette question. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on tire au sort des citoyens, pas pour décider, mais pour réfléchir. C'est une très bonne chose. Mais on le fait pourquoi? Comme si c'était l'urgence absolue pour la question climatique. Parce que le climat, c'est la chose la plus dangereuse à laquelle nous ayons à faire face. Ce n'est pas ses intérêts financiers, hein. C'est le climat. Donc bon, et on dit que ce n'est pas politique, que c'est autre chose. Alors vous avez l'expression extrême de certains, et je veux bien croire que c'est extrême, mais les extrêmes sont toujours révélateurs d'un processus. Yves Cochet, notre ancien ministre, qui défend l'idée de carte carbone, une carte à puce distribuée à chaque citoyen avec un plafond annuel de droits d'émissions énergétiques. Ça, c'est une chose. Il y a mieux, c'est Antoine Bueno, qui, dans un livre qui s'appelle Permis de procréer, dit « Les pays les plus riches devraient verser une somme d'argent à chaque 10 000 naissances. Les plus pauvres recevraient cette somme à chaque 10 000 non-naissances. » Si vous êtes pauvre, vous pouvez bénéficier de l'aide des riches pour faire des non-naissances. Alors, ce qu'il dit, mais je ne prône ni l'interdiction de procréer, ni l'eugénisme, ni les avortements forcés, ni la stérilisation, encore heureux. Mon idée respecte complètement les droits humains. Mais je veux mettre en place un marché mondial des droits de procréer. Donc là, on peut vraiment parler d'un capitalisme vert dans sa forme la plus extrême et qui ne gêne en rien ce système financier en place. Alors, forme plus extrême, la guerre écologique décisive, ça c'est la Deep Green Resistance, ça c'est ceux qui sont les violents, contrairement à Extinction Rebellion qui sont non violents, illégaux mais non violents. La Deep Green Resistance, eux, ce qu'ils disent, c'est il faut attaquer les infrastructures pour garantir la survie sur une planète vivable. Nous avons dépassé nos limites en tant qu'espèce. Il faut démanteler les infrastructures industrielles et énergétiques le plus rapidement possible, provoquer un effondrement industriel généralisé au-delà des systèmes économiques et politiques. Donc eux, ils ne vont pas par le dos de la cuillère, c'est la forme extrême underground de militants qui s'entraînent à des opérations violentes. Alors, est-ce quelque chose qui se place dans un certain climat? Oui, il y a un climat de l'après-guerre où déjà il y avait chez quelqu'un qui a dirigé l'UNESCO, qui s'appelle Julius Huxley, qui est le frère d'Aldous Huxley, il y avait déjà chez lui cette idée qu'il fallait une conception écologique qui était nécessaire, et cette conception écologique, c'était celle du World Wildlife Fund, de WWF, que Pascal Canfin a dirigé jusqu'à être numéro 2 sur la liste européenne d'Emmanuel Macron. Et ce World Wildlife Fund, le Fonds mondial pour la vie sauvage, mettait l'accent sur la vie, en particulier la vie sauvage, par rapport à l'action humaine. Donc vous opposez d'un côté une nature, y compris sauvage, contre l'humain, et vous ne prenez pas en compte que l'humain fait partie de la nature, et que si vous voulez une écologie, il faut une écologie humaine, et pas une écologie, et c'est ça le fascisme vert, qui sera opposée à une loi de la nature supposée existante. Donc c'est là qu'on joue la nature, et je vous montrerai les sources de cela, contre l'humain, littéralement, dans ses extrêmes. Alors Aldous Huxley lui-même avait prôné, lorsqu'il dirigeait l'UNESCO après la guerre, l'eugénisme, en disant la stérilisation volontaire pourrait être utile. L'UNESCO, il a dirigé l'UNESCO, hein. Mais notre meilleur espoir, je pense, doit résider dans le perfectionnement de nouvelles méthodes de contrôle des naissances, simples, acceptables et partout applicables. Donc l'inégalité biologique est évidemment le fondement de l'affirmation de tout l'eugénisme. L'inégalité de simple différence est désirable et la préservation de la variété humaine devrait être l'un des deux buts principaux de l'eugénisme. Donc vous voyez qu'une série de choses dont on parle aujourd'hui, vous voyez apparaître sous différentes formes, vous les voyez à l'époque déjà montrer le nez, et l'invention à l'époque du terme transhumanisme pour se substituer à celui de eugénisme qui était trop vilain à appliquer dans sa forme brute comme le fait Huxley, parce qu'on sortait de la guerre, et dans la guerre, ceux qui avaient appliqué cette théorie de l'eugénisme, on voyait où ils étaient.
Alors, évidemment, vous vous dites, tout cela, vous êtes en train de parler de choses qui n'ont pas un impact réel dans la société, ce sont des penseurs, des rêveurs qui sont à part. Ce n'est pas du tout vrai, parce que vous avez le prince Philippe d'Édimbourg qui a écrit un livre, la préface à un livre qui s'appelle « Si j'étais un animal ». Et dans ce livre, il dit « Je me demande », c'est la traduction exacte, parce qu'il y a eu des tas de versions inexactes. La traduction exacte, c'est « Je me demande ce que l'on ressentirait si l'on était réincarné en un animal dont l'espèce aurait été si réduite en nombre qu'elle se trouverait en danger d'extinction. » Extinction Rebellion, en danger d'extinction. Quels seraient ses sentiments envers une espèce humaine dont l'explosion démographique l'empêcherait en quelque sorte de survivre? Je dois confesser que je suis tenté de demander à être réincarné sous forme d'un virus particulièrement mortel. Pour le bien de l'humanité, bien entendu. Donc voilà. Alors évidemment, ça ne suffit pas, mais c'est quand même un signe. Et il y a mieux, alors, c'est ce que j'ai trouvé dans Libération, dans le numéro de Libération du 30 juillet, où le Dennis Meadows, du plan Forester Meadows du Club de Rome, le monde est composé de ressources limitées qu'on compte à un certain moment, le monde va se terminer dans 20 ans, et lui, il ne s'est pas terminé, il y a eu des financiers qui ont une oligarchie financière qui a pris le pouvoir, c'est une autre question. Mais le monde ne s'est pas terminé, lui, il avait annoncé une fin dans 20 ans, possible, en extrapolant d'après les ressources existantes. On a continué à en inventer qu'un cas de nouvelles, pas assez, mais on l'a quand même fait. Alors lui, il dit, très clairement maintenant, et c'est scientifique, auteur du rapport Meadows en 1972, sur les dangers, non, halte à la croissance, ce n'est pas les dangers de la croissance. La montée de l'autoritarisme est inévitable, le dérèglement climatique combiné avec la réduction des énergies fossiles peu chères au cours du siècle éliminera les fondations du modèle actuel de la civilisation industrielle. Et il ajoute, quand les gens pensent devoir choisir entre l'ordre et la liberté, ils choisiront toujours l'ordre. La montée de l'autoritarisme est inévitable. Je suis personnellement très content de vivre dans une démocratie, mais nous devons admettre que les démocraties ne résolvent pas les problèmes existentiels de notre temps, dérèglement climatique, réduction des réserves énergétiques, érosion des sols, écart croissant entre riches et pauvres. Les libertés individuelles sont déjà restreintes et je pense que cette tendance va se poursuivre inéluctablement. Donc voilà le pessimisme avoué chez quelqu'un qui a au moins le mérite de l'afficher. Alors, évidemment, il y en a d'autres, je peux vous citer des tas de citations. Une des plus frappantes, c'est Jean-Marc Jancovici, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a dit dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la population de façon raisonnablement indolore, ne pas mettre en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades, à l'image du système anglais, qui ne pratique par exemple plus de greffe d'organes pour les personnes de plus de 65 ou 70 ans. Donc là, vous avez les formes extrêmes, hein. Mais il y a un enchaînement entre toutes ces questions-là. Alors c'est très intéressant si on regarde les fondements historiques de ce que certains appellent l'écofascisme, moi je dis plutôt le fascisme vert. Vous voyez dans ces fondements historiques des gens comme Knut Hamsun ou Konrad Lorenz, dans leur jeunesse, qui étaient tous deux pro-nazis, et qui voyaient dans cette sélection nécessaire, inéluctable, bien que regrettable, la possibilité d'un monde qui pourrait revenir à un ordre dans lequel on retournerait à des formes moins humainement prédatrices de la nature et qu'on pourrait repasser à ce qu'ils appellent le village artisanal, promouvant une dimension néo-campagnarde du socialisme de la société, à l'époque de la société fabienne, les pseudo-socialistes anglais. Donc voilà, alors vous avez ça qui a eu une image aujourd'hui de gauche, avec en même temps introduit en France par la Nouvelle Droite, le Grèce, moi j'ai suivi toute l'histoire, Alain de Benoît, et introduite à l'époque dans le Front National par Bruno Maigret, à l'époque où il avait un pouvoir. C'est en 1990 à Nice où il dit qu'il faut promouvoir une écologie biologique. Là, ça veut dire ce que ça veut dire. Et Jean-Marie Le Pen, à l'époque, parlait d'une écologie ethnique et culturelle de notre peuple dans une optique identitaire. Donc ce thème est abandonné dans le Front National, puis il réapparaît aujourd'hui avec Hervé Juvin, qui est un nouvel idéologue, qui dit voilà, il faut défendre le biotope français, la véritable écologie, c'est la nôtre, c'est celle que nous promouvons. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a une vision de l'écologie, soi-disant, qui est de gauche, où c'est pour le bien de tous qu'on va essayer de limiter la prédation de l'homme sur Terre, et une vision de droite, c'est pour défendre
le biotope dans lequel nous vivons. Mais dans les deux cas, c'est une vision, même vision pessimiste de l'homme, dans lequel ce qu'on ne voit pas, c'est que l'homme est capable de créer pour le bien commun, de créer pour les générations futures, qu'il l'a fait dans toute son histoire et qu'il a ainsi accru la capacité d'accueil de la société. Ce que dans le judaïsme, et j'ai repris souvent cette formule, me plaît beaucoup, reçoit tout homme avec un beau visage. Donc c'est très important de voir une société qui soit basée sur ça et pas voir sur le danger de la surpopulation. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que la finance, évidemment, dans les conditions où je voulais parler au départ, essaye de récupérer les choses en jouant cette carte de ce qu'ils appellent aux États-Unis la green bonanza, l'immense profit d'une économie verte. Alors, qu'est-ce qu'on a si on regarde la façon dont ils procèdent? Ils proposent, bien évidemment, des mesures supranationales. Ce n'est pas l'État-nation, à part Hervé Juvin, qui prétend être pour l'État-nation. Mais c'est des mesures supranationales imposées par des leviers financiers qui ne seront pas ceux des États, qui seront ceux des mégabanques ou des grandes organisations internationales qui lui sont liées. C'est destructeur de l'économie physique productive, parce qu'on préfère investir dans une économie plus légère, qui rapporte plus et plus vite. C'est un réinvestissement massif dans les énergies durables, à faible flux de densité énergétique, et c'est l'exploitation de la grande peur des bien-pensants, la nouvelle grande peur des bien-pensants qui est propagée, pour continuer à pouvoir faire d'immenses bénéfices après le krach financier existant, parce qu'ils pensent le monde pour après, qu'ils pourront continuer à contrôler. Alors on a vu cette évolution. 1992, sommet de la Terre. Les États reconnaissent un changement climatique d'origine humaine et s'engagent à le combattre dans le cadre d'une convention internationale. Ce n'est pas l'État-nation. 1997, protocole de Kyoto, on s'engage à réduire de 5% l'émission de gaz à effet de serre. 2009, conférence de Copenhague, les États s'engagent à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, mais sans fixer d'objectifs contraignants. Puis à la COP21. Alors là, ça devient très intéressant, la COP21 à Paris. Parce que la première chose, c'est que vous avez, dans l'article 2 de la COP21, de l'accord, un paragraphe C qui dit il faudra faire en sorte que les flux financiers soient cohérents avec une orientation vers des émissions limitées de gaz à effet de serre et un développement favorable à un effet climatique résilient. C'est l'argot de ces organisations, mais ça veut dire que les financiers adoptent cette conception-là. Alors, il y a le dirigeant ex de Goldman Sachs pendant 13 ans, qui maintenant dirige la Banque d'Angleterre, qui s'appelle Mark Carney, qui est de nationalité canadienne. Vous avez vu au Canada beaucoup de ces choses se développer depuis des gens très associés au Club de Rome et qui l'ont poussé au départ, dont un certain Maurice Strong. Mark Carney est là, et il tient un sommet parallèle des banquiers centraux dans la même salle au Bourget où se réunissent les gens de la COP21. Alors, il crée un groupe de travail du Conseil de stabilité financière. Alors, le Conseil de stabilité financière, le Financial Stability Board, c'est quoi? C'est l'organisme de la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui est la banque des banques, le comble de la puissance, qui s'occupe du climat, la banque dite de Bâle. Donc cette banque crée un groupe de travail chargé de mettre au point une méthodologie qui permettra aux entreprises cotées d'identifier leurs risques liés au climat. Donc c'est incorporé tout de suite dans le financier. Et on crée un groupe de travail. Et qui on prend pour le diriger? Michael Bloomberg. Michael Bloomberg, c'est 2 fois maire de New York, le représentant de toutes les forces de Wall Street, de tous les intérêts financiers anglo-américains. Voilà lui qui dirigera ce groupe de travail. Alors, il dit comment? Voilà quelque chose qui se prétend dans l'intérêt des êtres humains, dirigé par un des pires pirates prédateurs financiers qui existent. C'est l'agence Bloomberg, aussi pour les évaluations financières, pour ceux qui connaissent le domaine. Et Pascal Canfin, le bon Pascal Canfin, qui est donc le numéro 2 actuellement et qui est chargé d'ailleurs des choses financières et qui à un certain moment tourné dans un sens meilleur, mais qui maintenant, pour faire carrière, est tourné dans ce sens-là, qui dit « Le fait que les banquiers centraux, tels que Mark Carney, soient présents à Paris pour la COP21, traduit l'extension du domaine de la lutte climatique de manière justifiée. »
Donc voilà les financiers qui prennent ce domaine de la lutte climatique. Il est conseiller spécial pour le climat du World Resources Institute. Il est du WWF, qui est l'institution parrainée par la couronne britannique traditionnellement. Donc, Mark Carney va plus loin. Maintenant, il a décidé, et il a annoncé qu'il serait créé à la Chambre des communes anglaises, le 15 octobre, en plein débat sur le Brexit. Mark Carney intervient pour dire on aura des modèles d'ordinateurs qui seront excellents pour convertir les investissements économiques en termes de température en degrés centigrades. Donc là, c'est un aveu qu'on va faire des choses, d'un point de vue financier, directement en rapport avec le climat et leur conception de l'écologie. Et ensuite, ils créent des groupes pour étudier tout ça. Alors ça prolifère. Il y a le Network for Greening the Financial System, le réseau pour faire verdir le système financier, qui est créé. Alors, ce réseau pour faire verdir le système financier, c'est très intéressant parce qu'il s'est réuni en particulier lié après la COP21. Hein. Il s'est réuni récemment le 17 avril 2019 à Paris avec Mark Carney, bien sûr, et François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont écrit un appel à l'action, l'appel du 17 avril, disant premièrement, intégrer le suivi du risque financier lié au climat dans un travail quotidien de supervision, un suivi de la stabilité financière et un conseil sur la gestion du risque. Les entreprises sont encouragées à adopter une approche stratégique à long terme par rapport à ce risque et de l'intégrer dans leur gouvernance business as usual et leur cadre de gestion du risque. C'est dit. Plus, deuxièmement, de manière spécifique, les banques centrales sont encouragées à intégrer la durabilité dans la gestion de leur portfolio, de leur portefeuille. Et troisièmement, les autorités publiques doivent partager et, si possible, rendre publiquement disponibles toutes les informations sur le risque climat. Donc il y a le climat, il y a l'écologie, il y a les investissements dans l'économie verte, et il y a la cohérence de toutes ces choses de gens qui voient comment il y avait une pression, disons, vers ces choix, et dans cette pression, évidemment, si vous appliquez ces choix brutalement, vous détruisez l'économie. Donc eux veulent l'accompagner en le contrôlant et en devenant les apôtres d'une économie verte dans laquelle ils tireront le plus grand profit pour pouvoir continuer leurs activités après un krach financier qui sentent bel et bien venir. Alors ce qu'ils disent, c'est que dans ce contexte, il faudra, et ça c'est un rapport qui vient de sortir après en septembre, en disant voilà, évidemment, il faudra forcer les gouvernements à injecter l'argent des contribuables pour sauver les actifs standardisés dans le charbon, dans le pétrole et dans ces éléments-là. Mais il y a mieux à faire, c'est à les abandonner. Laisser les carburants fossiles sous terre pour empêcher le changement climatique. Donc le prétexte, empêcher le changement climatique, la réalité, laisser les carburants fossiles sous terre. Et alors, ils condamnent la Chine, l'Inde et l'Afrique à l'effondrement économique. S'il n'y a plus de charbon pour ces pays tout de suite, ces pays ne pourront plus se développer. Il y aura des crises énormes, des famines et les véritables migrations climatiques à ce moment-là, qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc on se dit, bon, ils veulent prendre ce risque-là, mais qu'est-ce qui est préservé? Alors les investissements dans les énergies soutenables, et ils ajoutent un peu de fracking pour le gaz de schiste est consistant avec le but des 2 degrés de hausse du climat. Ça veut dire que ce qu'ils veulent, c'est sauver les industries du gaz de schiste et du pétrole de schiste, qui sont toutes en faillite. Hein. Si elles ne vivaient pas de subventions, elles seraient toutes en faillite aux États-Unis. Ils veulent les sauver et permettre à un actif, un monde dominé par le gaz de schiste et le pétrole de schiste, de continuer. Et toute une partie de la politique que vous voyez aujourd'hui, c'est pour substituer du gaz et du pétrole de schiste d'origine américaine à ce qui viendrait d'ailleurs, et en particulier de Russie. Vous voyez, tous ces efforts, tout ce qui s'est passé en Ukraine, le combat sous-jacent, c'est celui-là. Alors, c'est intéressant parce que, évidemment,
qu'il faut une transition écologique, mais une vraie, et ça serait une transition vers progressive, qui ne peut pas être brutale, sans ça vous détruisez tout, mais vers les énergies les plus rentables, scientifiquement, qui sont tous celles associées au secteur du nucléaire, mais pas seulement, probablement à des secteurs qui sont encore à découvrir, sur lesquels il y a de la recherche. Mais si c'est pour substituer des énergies soutenables, je vous montrerai un tableau montrant tout le problème. Bref, ce qu'on voit en Europe aujourd'hui, et je voulais insister là-dessus, c'est exactement la politique prônée par ces banquiers centraux. On arrose tout le système pour qu'il reste. C'est les fameux LTRO. C'est Long Term Refinancing Operations, opérations de refinancement à long terme. Des prêts à 3 ans accordés aux banques par la Banque Centrale Européenne, pour les renflouer. Parce que la situation de toutes les banques européennes, à part 2 ou 3, est de faillite virtuelle, si elles ne sont renflouées pas par de l'argent. Donc la Banque Centrale Européenne leur donne. Tout le monde sait que la Société Générale est dans un état de faillite virtuelle. C'est ma banque en plus, mais on ne peut pas changer de banque tout le temps. Alors j'ai demandé à ma chargée de compte, est-ce que vous êtes consciente de ça? Elle dit oui, tout à fait. Et pourquoi vous vous sentez sûr de vous-même? Elle dit c'est simple, si la Société Générale tombe, un domino tombe, tous les autres tombent. Donc les autres ont intérêt à nous soutenir. Et ça, c'est notre garantie. Et c'est dit comme ça par une chargée de compte. Donc quand la conscience des choses arrive à un chargé de compte de banque dans une agence de Paris standard, c'est que quelque chose est en train de se passer. Donc je pense que toutes ces choses-là, et puis l'assouplissement quantitatif, le fameux quantitative easing. Alors ça, c'est une politique monétaire non conventionnelle par laquelle la BCE rachète massivement les titres de dette aux acteurs financiers. Alors soit les banques, elles achètent des bons du Trésor que possèdent les banques, ou des obligations d'entreprise même, et là c'est le côté drôle et sinistre de la chose, c'est qu'elles qui prétendent lutter contre la pollution achètent les titres d'entreprises très polluantes. Mais bon, ils ne sont pas une contradiction près. Et dans certaines circonstances, des titres hypothécaires, elles rachètent même. Donc tout ça, on le gonfle. Pourquoi faire? Alors, Ursula von der Leyen l'a dit dans son discours, en accord parfait avec Emmanuel Macron, ce qui fait qu'elle est mal vue par l'ensemble des députés européens, comme on l'a pu voir dans l'affaire Goulard. Ursula von der Leyen a dit, voilà, je vous promets que je ferai tout pour qu'il y ait un plan radical de nouvelle donne verte. Donc, elle a promis ça. C'est le défi le plus grand que nous devons relever pour la santé de notre planète et pour la direction européenne. Je veux une Europe qui devienne la première à être neutre en CO2 en 2050. Alors, vous savez que Extinction Rebellion dit 2025. Donc, je lancerai une nouvelle donne verte pour l'Europe dans mes 100 premiers jours, un plan d'investissement soutenable européen et que la banque d'investissement européenne devienne une banque du climat. Et en plus, je ferai en sorte qu'il y ait 1 000 milliards d'investissements dans les 10 prochaines années. C'est beaucoup plus que pour les énergies du futur, et beaucoup plus pour les vraies énergies du futur, et beaucoup plus que pour l'intelligence artificielle ou pour tout le numérique, dans lequel l'Europe est dépourvue par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. Donc elle dit, les émissions doivent avoir un prix qui change notre comportement. J'introduirai un droit de douane sur le carbone aux frontières pour éviter le suintement du carbone, c'est le terme qu'elle a utilisé, et je voudrais créer un changement civilisationnel. Donc ça précède le sommet de l'action climatique aux Nations Unies. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on voit encore? Le sommet du G40. Alors, le G40, c'est drôle parce qu'il y a le CAC 40, ça c'est le G40, c'est les grandes villes du monde. Alors, c'est 94 grandes villes, en réalité, qui disent, voilà, on s'engage pour ce changement climatique et pour une nouvelle forme d'écologie verte, une civilisation équitable écologiquement et politiquement. Et nous soutenons les grévistes du climat. Et qui on trouve là-bas? Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui dit « Je suis venu là, à Copenhague, parce qu'il y a les affaires les plus urgentes du monde. Elles sont là. » Il y a
7,6 millions de gens qui protestent contre le climat à l'échelle du monde. C'est Extinction Rebellion, c'est moi je soutiens totalement ces jeunes et cette participation de jeunes, et ça elle le dit aux côtés de Michael Bloomberg qui est à côté d'elle. Il y a une interview dans Libération à 2 voix d'ailleurs, Bloomberg qui a été nommé secrétaire général pour le climat des Nations Unies et qui a été en même temps associé à tous ces niveaux financiers qui préparent exactement ce que je dis et qui sont les responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc c'est quand même absolument extraordinaire de voir comment on avait arrivé là, avec des déclarations invraisemblables. Bruce Poirson, par exemple, qui dit, c'est donc la secrétaire à l'écologie de ce gouvernement en France, « Je suis prise de dégoût quand j'entends certaines déclarations de certains responsables politiques internationaux, et je me console en me disant que peut-être un jour, ces responsables politiques auront à répondre de leurs inconséquences, de leurs actes aussi responsables devant un tribunal ou devant la justice. » Elle ne l'a jamais dit pour les financiers et pour les banquiers. Ça, il faut bien le souligner. Donc, voilà, il faut en citer beaucoup d'autres. Mélenchon, fin de mois, fin du monde, même responsable, même combat. Chacun y jette sa louche. Donc, on voit un climat général. Et évidemment, le thème global, c'est qu'il faut reconnaître qu'une croissance économique infinie sur une planète aux ressources finies n'est pas fiable. Donc, évidemment, c'est ce thème de l'empreinte écologique et des ressources finies. Et vous avez partout vu, c'est le jour où lundi 29 juillet, l'humanité doit vivre à crédit. C'est épouvantable. On n'accuse pas les financiers. C'est par rapport au climat, c'est par rapport à l'écologie. Et on applique un modèle, et on applique ce modèle, on dit voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, c'est comme pour les autres domaines, on ne pense pas qu'il y aura des moyens qui permettront d'être plus efficaces, par exemple, dans l'usage des engrais, ou dans les cas des émissions de CO2, par exemple, comme nucléariser une partie croissante de la production électrique. Donc, voilà. Et ce que je veux vous montrer par rapport à ça, c'est d'abord ces dernières choses, ces dernières images qui sont intéressantes pour votre jugement. Ça, c'est la densité de flux d'énergie selon les différentes formes d'énergie. Alors, ce n'est pas que je sois contre le bois, hein, certains temps s'il le faut, mais c'est le bois, le charbon, le pétrole et l'uranium pour produire la même chose. Donc, il faut beaucoup moins de surface pour l'uranium. Au moins en surface, c'est beaucoup moins. Et il y a beaucoup mieux, c'est la fusion. Ça, c'est la fission avec la fusion. Ça sera pratiquement du deutérium et du tritium, ou ce qu'on trouve sur la Lune, l'hélium-3, qui en a plus que sur Terre parce qu'il n'y a pas de bouclier magnétique. Donc, bon, il y a tout un domaine à explorer du futur. Et l'être humain, c'est toujours, il n'est jamais resté au moulin à vent ou aux lampes à huile, il a toujours passé dans ce domaine de création. Donc, c'est comme si vous faisiez l'hypothèse de cette création n'aura pas lieu, et à ce moment-là, oui, il y a une crise très grave, on est en train d'user les ressources. Si cette création n'a pas lieu. Mais l'être humain a toujours manifesté cette capacité créatrice. Le suivant. Oui, alors ça, c'est faux. Une centrale nucléaire, ce n'est pas 200 éoliennes. Une centrale nucléaire, c'est 1500 MW. Une éolienne, c'est entre 1 et 3. Bon, mettons 3, ça ferait 500 éoliennes. Mais une éolienne ne fonctionne pas à plein temps. Elle fonctionne au mieux 20% du temps. Donc, une centrale nucléaire, pratiquement tout le temps. Donc, ne multiplions pas par 5, mais par 4. Donc, on a 500, il faudrait 2000 éoliennes et pas 200. On s'est trompé d'un zéro, là. Et il faudrait 1500 hectares de panneaux solaires. Ce qui montre que le nucléaire, s'il n'est pas aux mains des nucléocrates, encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'éloge des nucléocrates, mais un nucléaire citoyen, sous contrôle, où il n'y ait pas de sous-traitance en cascade et où il y ait des vérifications sérieuses par des agences qui voient comment ça se passe. Ce n'est pas un nucléaire dans le secteur financier. Dans le secteur financier, même le nucléaire serait un danger. Ça ne peut être pas être un danger qui en sort de cette contrainte financière. Il faut bien voir les choses. Suivant. Alors ça, c'est évidemment intéressant. C'est la portion qui est utilisée de ces différentes choses dans la société actuelle. Vous voyez que c'est le pétrole et le charbon qui sont la grande partie, qu'on ne peut pas éliminer d'un claquement de doigts, il faut passer à autre chose.
mais il faut y passer progressivement avec un plan bien établi. On ne peut pas dire demain on ferme toutes les centrales au charbon, demain on ferme tous les secteurs pétroliers. Au suivant, ça c'est évidemment très intéressant. C'est l'évolution de la population mondiale. Alors ça c'est la population, vous voyez, il y a une hausse énorme. On dira oui mais c'est abominable, regardez ça. Il y a la densité démographique et il y a l'espérance de vie. Vous voyez qu'il y a un certain rapport entre les trois choses. Et même si vous êtes en train là de regarder les choses par rapport à moins 400 ans. Maintenant, prenons par rapport à moins 10 000 ans et par rapport à moins, je dirais, 2000 ans. Moins 10 000, moins 2000. La révolution du néolithique. On invente la poterie, on invente l'assolement et on ne brûle plus la terre seulement. On fait des formes d'agriculture plus rationnelles et on creuse plus profondément le sol et on le soigne. Vous voyez une révolution énorme du néolithique qui ne serait pas avec une hausse aussi forte de la courbe, mais qui serait avec une hausse très forte de la courbe. Donc vous voyez que c'est quand vous créez des modes de production et des forces productives plus grandes que vous pouvez avoir plus de population et plus d'espérance de vie. On a mangé chaud à partir du néolithique. Espérance de vie doublée. On est passé de 17-18 ans à 36-40 ans. Et aujourd'hui, je serai un vieillard, je suis un peu, mais je serai vraiment un vieillard en 1900. Aujourd'hui, c'est très différent. Donc les gens ne s'aperçoivent pas. Si, il y a des gens qui s'aperçoivent, qui disent oui, on touche la retraite à 62 ans, c'est invraisemblable, on a encore beaucoup d'espérance de vie, il faudrait renvoyer à plus tard l'âge de la retraite parce qu'on jouit alors que les ouvriers, en 1900, ils mouraient à 65 ans, ils avaient la retraite à 62 ans, ça ne coûtait pas cher. Donc cette vision est complètement fausse. Parce que ce qui dépend d'une retraite, pour créer cet exemple, pour parler de cet exemple-là, ce n'est pas les tranches d'âge, c'est ce qu'on est capable de produire dans une société pour entretenir et développer le tout. C'est la productivité, et pas la productivité mesurée en termes financiers, ou mesurée en termes de transformation physique de l'univers. Et c'est aussi la capacité de chacun à travailler dans des secteurs qui permettent d'accroître cette productivité. Alors moi, je dois dire, l'intelligence artificielle, le numérique et tout ça, c'est très bien, pourvu que ce ne soit pas une chose en soi, que ce soit associé à une action dans l'univers transformatrice physique. Si c'est une chose en soi, on l'utilisera pour contrôler les gens et faire du contrôle au faciès, comme on commence à le faire, les caméras et tout le reste. Donc on l'empêchera, ou on le créera des circonstances sociales où ce sera contrôlé, que si ça devient un objet lié à une transformation physique de l'univers qui permet à chacun de vivre mieux, ou au moins un peu mieux, et de participer davantage, surtout, à l'expérience de ce qui se passe en son temps. Alors, l'autre chose plus choquante, peut-être, c'est celle-là. C'est très intéressant, c'est la surface boisée en Europe. Alors, ici, quand on a basé sur l'économie du bois, ou du charbon de bois, la surface boisée baisse. Elle a recommencé à augmenter, et très fortement augmenté récemment, parce que, évidemment, on est passé à d'autres formes d'exploitation pour l'énergie. Donc il y a plus de bois maintenant qu'il n'y en avait en 1800, par exemple. Et il y en a autant qu'il y en avait vers 1600. Déjà à l'époque, on parlait de pollution. C'est vrai que dans le système de l'époque, il y avait une pollution. Il y a un poète, comment il s'appelait, qui parle de Lyon, le lion couvert de charbon de bois, ou Joachim du Bellay qui dit « Écoute, bûcheron, arrête un peu ton bras, tu détruis la forêt. » C'est là. Donc, évidemment, il ne s'est pas arrêté dans la société de l'époque, mais on s'arrête que si on découvre autre chose d'un ordre relativement supérieur, dans lequel on a plus d'énergie par surface et par matière apportée. Et à ce moment-là, on fait un peu mieux. Mais il ne faut jamais s'arrêter. Il faut toujours avoir une source qui soit relativement supérieure à la précédente. Bien. La suivante. Ça, c'est ce dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, ça, c'est la partie 2 sur la COP 21, sur l'inclusion financière. Et ça, c'est les différents groupes dont je vous ai parlé, qui ont été créés à cette occasion. Donc, on a créé une initiative de finance verte, avec un institut de la finance verte, pour contrôler les choses. Alors, certains sont en Europe, d'autres à la City de Londres et d'autres à Wall Street. Donc il faut bien voir où ces intérêts se situent et où ça.
où se situent les sources financières. Maintenant, l'aveu, qui est ce dont je voulais parler aussi, qui est Dennis Meadows, voilà, ça c'est le texte dans Libération, sur qu'on va inéluctablement, si on continue avec cette conception-là, et sans créer un ordre dans lequel la création humaine soit prise en compte, voilà, on arrive à une société autoritaire, comme ils disent, ce qu'on appelle le fascisme vert. Alors, il faut bien souligner une chose. Il ne s'agit pas d'écologie de leur part, ni d'environnement, mais d'arrêter les fondations du modèle actuel de civilisation industrielle, ce qui est bien différent. Et donc d'accroître le profit, découplé de l'investissement physique et de la qualification du travail humain, et donc de réduire la population. Alors, c'est très intéressant si on relit Huxley. Julian Huxley, je vous en ai parlé, je vous en ai parlé, l'UNESCO, son frère Aldous Huxley. Alors, il écrit en 1937 une œuvre que peut-être certains d'entre vous ont lue, qui s'appelle « Le meilleur des mondes », dans laquelle il montre comment on contrôle une population. Alors, il dit, on le dépouille de tout ce qui est créateur. La science, d'abord. On réduit la science, les découvertes scientifiques, à de l'innovation technique. Et on reste au niveau de la technique. Alors, d'accord, moi, je suis d'accord avec Jacques Ellul, par exemple, qui dit dans une société technique, on va nécessairement vers une société totalitaire. Je suis d'accord. Mais je souligne aussi que si on en reste à un niveau de technique, ou même si on recule, comme le veulent les écologistes extrêmes, ou les écologistes financiers, là, on va aussi vers un système totalitaire, Dennis Meadows. Donc comment on en sort? On en sort s'il y a une stimulation dans tous les domaines de la création humaine qui commence par l'école. Et qui commence par l'école à la maternelle. Et à la maternelle, on donne des mots, on donne des moyens aux jeunes d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, parce qu'il manque de mots aujourd'hui dans le monde où on est, et en même temps, une langue libre d'inventer, de créer, d'attaquer, de dire ce qu'on est, de connaître et de comprendre. Donc ça, c'est une chose. Et ce que dit Huxley, c'est qu'il faut réduire aussi l'art. L'art, c'est dangereux, ça stimule la création des gens. Donc, 1937, il faut réduire l'art aux perceptions, aux sensations. Comme ça, l'homme ne s'identifie plus aux idées, il s'identifie aux perceptions et aux sensations. Donc si on tient l'art, si on tient la science, on tient une population. Alors il accuse évidemment, et la drogue, le soma, dans l'œuvre. Donc on dit, c'est Huxley qui est en train de critiquer cette chose-là. Pas du tout. Huxley est immergé dans des gens qui pensent à cet ordre-là. Et après, lui-même prendra, avant de mourir, il demande une tablette de LSD, c'est une anecdote connue. Et il écrit, dans les années 1953, je crois, Le Retour au meilleur des mondes. Et là, il dit, j'ai montré comment on pouvait contrôler l'art, j'ai montré comment on pouvait contrôler la science, mais une chose que j'ai oubliée, c'est qu'il faut contrôler la population. Et là, il promeut le malthusianisme. Et là, quand le malthusianisme se lie à une fausse écologie, et une écologie qui est dirigiste, qui est punitive, à ce moment-là, vous avez le schéma. Et le schéma qui est promu par ses intérêts financiers. Alors, ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que tout ça resterait du blablabla si on n'a pas un projet. Alors vous avez en France d'excellents analystes qui vont parler de tout ça, sans doute souvent mieux que moi. Mais ce sont des analyses, ce sont une série d'analyses. Et il n'y a pas de projet. Et le véritable projet, c'est de dire comment est-ce qu'on peut accroître le potentiel de population dans le monde, la capacité d'accueil du monde. Comment on le fait? Et on ne peut le faire que sur une densité du flux d'énergie et de technologie d'un ordre relativement supérieur. Donc si on crée des choses de cet ordre supérieur, y compris l'utilisation de ces formes pour une politique, et on m'a souvent reproché de le dire, pour une politique spatiale qui ne sera pas pour aller découvrir Mars après-demain. Ça prendra 1 ou 2 générations. Mais on pense à long terme ce qu'on fera. Et le grand problème en France, si vous le voyez, c'est que toutes les discussions politiques, c'est à l'échéance, pour les meilleurs de la prochaine élection présidentielle et pour les pires du prochain journal télévisé. Mais des échéances courtes. Qu'on l'aime ou pas, Poutine c'est 15 ans, les Chinois c'est 50 ans. Bien, voilà la vallée des paumés dans laquelle est l'Europe. Je m'excuse de le dire de cette façon. Et si on se laisse manipuler par cette écologie financière, on restera encore plus dans la vallée des paumés. Alors comment faire? Il faut que le peuple retrouve le contrôle de l'émission de monnaie. Alors il ne peut pas le retrouver dans le cadre de l'Union européenne actuelle, parce que la Banque centrale européenne est la courroie de transmission de ce système financier. C'est là où je vais plus loin dans mon analyse que beaucoup d'autres. Donc il faut retrouver ce contrôle, et pour ça, il faut des banques vraiment nationales qui font du crédit
ce que Jaurès appelait du crédit démocratique, du crédit public, pour un futur dans lequel la création humaine, la qualification humaine et le développement soient assurés. Et ça suppose évidemment un changement politique qui est radical, mais qui doit être compris par la population, sans l'imposer soit par la violence, soit par l'intimidation, soit par la peur, mais par une compréhension de ce qui doit se passer. Et je crois que c'est Odile, qui est ma femme dans cette pièce, qui disait qu'elle lisait un texte qui est une étude de comment on peut changer une société à un certain moment, qui est une essai d'époque par rapport à ses forces financières, qui est une question très subjective, qui nous concerne chacun. Il suffit pour cela, là ils disent en moyenne de 3,5% de la population, celle qui porte et qui organise les autres. Après tout, c'était à peu près la proportion des Gilets jaunes dans les rues. Je ne veux pas dire qu'ils aient eu cette capacité. Je ne crois pas que le peuple de lui-même puisse avoir cette capacité. Il a besoin d'être instruit, d'être assisté, et qu'on crée, qu'on lui donne les moyens, comme il dit, pas d'être convaincu en lui disant voilà, il faut faire ça premièrement, deuxièmement, on a déjà tout le code. Non, il faut lui donner les moyens de penser, de réfléchir, et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui en vous décrivant cet aspect des choses qui est un lien pervers établi entre une écologie qui n'est pas humaine, qui est un fascisme vert, un malthusianisme et en même temps des intérêts financiers très précis qui contrôlent le monde, disons de façon plus directe, depuis au moins la séparation de l'or et du dollar du 15 août 1971. C'est ça la date clé. Et en Europe, c'est le démantèlement des institutions nationales, les banques nationales qui pouvaient être une défense, c'est les lois de 93 et 98, précédées par le traité de fonctionnement sur l'Union européenne. Donc c'est pour ça que cette Europe est devenue quelque chose de pervers qui se détruit elle-même et qui détruit les gens qui y sont. Donc moi je suis tout à fait européen, je suis pour l'Europe, c'est pour ça que je suis totalement contre l'Union européenne. Et je dis pour les choses, l'écologie. Maintenant faisons-en, si vous voulez, pour que vous compreniez mieux. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème écologique, il y en a vraiment un. Et il ne peut être résolu que par l'en avant, c'est-à-dire par développer des moyens humains de mieux produire, de produire mieux avec moins, plus intelligemment, et en ayant une forme de densité supérieure, où la densité énergétique et la densité de technologie correspond à la densité de population. Et alors, vous pouvez être optimiste et accroître la capacité d'accueil, avec cet effet que les gens, quand ils feront des enfants, sauront pourquoi ils les font et dans quelles conditions. Donc, actuellement, avec les moyens de contrôle des naissances, ça devient une liberté, ce qui est un grand gain par rapport aux époques passées. Mais c'est une grande responsabilité qu'il faut prendre. Alors, de ce point de vue, évidemment, je suis tout à fait pour ce que j'appellerais, ou ce que José Bové appelait la bonne bouffe. Il faut faire une nourriture qui ne soit pas la nourriture industrielle dans laquelle on met beaucoup de choses qu'on ne devrait pas mettre aujourd'hui. Je suis pour le ferroutage. Je suis même pour le transport aérien seulement au-dessus de 1500 km. En dessous de 1500 km, on peut aller aussi vite et mieux avec des trains. Paris-Marseille, c'est la preuve, en TGV. On peut faire mieux que le TGV. On peut faire le maglev, qui est le train à grande vitesse qui dépense beaucoup moins d'énergie, ou le Space Train, qui est le train de Bertin qu'on a torpillé entre l'influence des milieux financiers et des ingénieurs polytechniques qui étaient leurs complices, avec Giscard d'Estaing à la commande. Donc on a torpillé ces inventions de Bertin, qui était le Space Train, et aujourd'hui on a ça en main, qui seraient des moyens où on diminuerait la circulation automobile, on aurait des moyens plus sociaux, plus collectifs de circulation, y compris sur les distances jusqu'à 1500 km. Après, on peut avoir l'avion, mais avant, non. Donc, et l'avion, on ne le prend pas, comme avait dit Cécile Duflot, parce que mon mari, c'est vrai que j'ai fait une empreinte écologique, mais c'est mon mari qui voulait faire un anniversaire de rencontre aux Maldives. Ça, non. On ne va pas aux Maldives se dorer le corps, je dirais, comme ça. Ce n'est pas un comportement qui est un comportement, c'est un comportement de capricieux, qui cherche des jouissances, et pas un comportement de quelque chose qui se souvient à l'espèce humaine. Qu'on aille voir le temple d'Angkor Wat, ou qu'on aille voir, je ne sais pas, Sanchi en Inde, ou les réalisations du confucianisme en Chine, oui. Qu'on aille aux États-Unis voir comment les États-Unis sont construits, oui, pour apprendre, pour connaître.
mais qu'on n'aille pas pour sa jouissance personnelle. De ce point de vue, je suis certain que je mène une existence beaucoup plus sobre que celle de Cécile Duflot, par exemple. Je la prends comme exemple parce que c'est très choquant ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, comme Greta Thunberg, elle était moins honnête que Greta Thunberg d'ailleurs, elle avait dit « je ne prends pas les avions pour aller à Bruxelles ». En effet, elle avait pris le train, mais après, pour aller à Copenhague, elle avait pris l'avion. Elle avait été prise sur le fait. Elle a dit « oui, mais là, j'étais obligée ». Donc, c'était mon emploi du temps. Donc, bon, c'est là qu'il faut renoncer à une certaine hypocrisie, qu'il faut bien voir le domaine dans lequel il y a une écologie humaine. L'isolation thermique, oui. Les engrais, oui. On peut faire un usage beaucoup plus efficace des engrais. Ce n'est pas être pour ou contre le glyphosate comme question en soi. On peut en faire beaucoup moins. Peut-être un petit peu, mais beaucoup moins. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit viser des choses. Vous êtes aperçu, quand vous circulez, il y a de moins en moins d'insectes sur les pare-brises. Donc il n'y a jamais eu d'études réelles, approfondies, sur les populations d'insectes. Il y a un agriculteur qui le fait, il a étudié les insectes, il a étudié le cycle de prédation des insectes, il a essayé de le contrôler, depuis il utilise beaucoup moins d'engrais, mais il faut une étude beaucoup plus scientifique. Donc c'est là qu'il faut mettre la science, là où il y a des besoins, et la mettre y compris dans des détails. Et parfois la personne qui a bien cultivé son jardin le sait mieux que celui qui est enfermé dans son bureau depuis le début de son existence professionnelle. Donc c'est là qu'il y a ce lien nécessaire. Ferroutage, bonne bouffe, les engrais, l'isolation thermique, il y a tout un problème, y compris la permaculture. Alors je vais vous choquer. Pourquoi la permaculture me paraît si intéressante, parmi d'autres formes d'agriculture? Parce que la permaculture, d'abord, c'est la possibilité pour une personne ou un petit groupe de personnes de contrôler quelque chose et de prendre ses responsabilités sur les conséquences de ce qu'on fait, qui est très important. Plus, peut-être, la permaculture sera un enseignement très grand sur ce qu'on pourra faire éventuellement un jour sur d'autres planètes, y compris sur la Lune bien plus tôt. Donc il y a un enseignement à tirer dans tout en pensant à un futur qui sera un futur en extension et pas en contraction. Et c'est de ce point de vue que je vois, c'est une question que vous vous posez ici, et je crois que ceux qui m'ont invité, et je les remercie encore, ont dit qu'il y avait un désaccord avec eux. Je dirais non, parce que je pense que le local, s'il est vu comme un tremplin pour aller au-delà, c'est très nécessaire, parce que c'est là que se forgent les solidarités, que se forgent des amitiés de voisinage, que se forgent des connaissances. Mais si ça reste qu'à ce niveau-là, au mieux, c'est quelque chose de sympa, d'agréable entre soi, ou au pire, on s'adapte et on devient un peu collaborateur du système dans lequel on se trouve. Donc, il faut penser cela comme un tremplin pour aller au-delà. Dans un monde où aujourd'hui, on est en train de casser l'hôpital public en France. On est en train de casser l'EDF. On est en train, l'EDF, de séparer en deux secteurs. Un secteur avec le nucléaire, qui demande du long terme, et l'hydraulique, qui demande aussi du long terme. Et un secteur qui sera le secteur dit vert, qui sera privatisé. Donc vert, ça veut dire privatisé, 33%. Mais ça, c'est pour être tout privatisé. Et donner les gains du vert aux intérêts financiers, puis ce sera privatisé. C'est ça qui est scandaleux. Alstom, l'affaire d'Alstom est aussi scandaleuse, avec des gens qui encore aujourd'hui, comme Hervé Guémard, qui est le mari de Claude Guémard, Claire Guémard, qui a fait mise en œuvre tout ce contrôle d'Alstom par General Electric. Et General Electric avait promis de créer 1000 emplois, ils en ont détruit 1000. Donc elle se permet d'être dans l'institution de bienfaisance, de parler sur le care, la société meilleure, et tout ça. C'est là qu'il y a une très grande hypocrisie en France. Et les gens qui réfléchissent et qui ne sont pas hypocrites sont ceux dans ce pays avec lesquels on peut travailler, même si on a des opinions contraires, parce que c'est de là que sort une vision du monde qui pourra être partagée sur ce qu'on peut faire pour l'avenir. C'est ce message que je vais vous communiquer. Maintenant, c'est, comme on dit, dans la queue, qui est parfois le venin, je voulais vous dire, il faut faire un effort, c'est ce qu'on dit des serpents, c'est un effort sur notre propre culture. Vous savez que dans toutes les écoles, ce livre-là, le Candide de Voltaire, est répandu. Si vous lisez bien le Candide de Voltaire, une histoire bien écrite, agréable, volontairement agréable à lire, très cynique, vous voyez à la fin ce que dit « Travaillons sans raisonner », dit Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Et Candide, qui ne cesse de répéter, « Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin, il faut cultiver notre jardin. » Alors cette culture du jardin contre le monde extérieur, c'est ça qui ne marche pas. Qu'on cultive le jardin comme un tremplin vers le monde extérieur, oui, absolument.
Et c'est là qu'il y a un lien entre ce qui est fait à la base et la façon dont on tisse des solidarités à la base, et ce que peut être le sommet de l'État, où les mêmes liens d'amitié devraient régner qui le sont à la base. Or, aujourd'hui, si vous voyez le monde dans lequel on est, en Europe, en France et aussi dans le monde, il n'y a pas ce lien. Et sur Voltaire, pour finir, je vous dirai ce qu'il écrivait à son ami Damy Laville. C'est un homme de lettres acquis aux idées philosophiques des Lumières. Voltaire lui écrivait « Il est à propos que le peuple soit guidé et non pas qu'il soit instruit. Il n'est pas digne de l'être. » Et il disait « Si le peuple est instruit, il se révoltera. C'est très dangereux pour les gens en place. » Donc c'est cette instruction commune qui me paraît aujourd'hui essentielle. Et tous ceux qui coopèrent sont des gens qui vont dans une direction qui est positive vis-à-vis du monde dans lequel on se trouve. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je sais pas.